Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bienvenue sur ORTC, bonsoir. C'est l'heure de faire un tour d'actualité. Le président de la République, Azali Assoumani, a été légèrement blessé à l'arme blanche lors des funérailles d'un des grands chefs du pays. Ses blessures sont sans gravité et il a regagné son domicile. L'agresseur est actuellement entre les mains des services de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va intégrer 2 pays africains comme étant membres permanents où mais ils n'auront pas droit de veto. La conseillère du ministre des Affaires étrangères, la conseillère diplomatique Fatima Alfayne nous en dit plus. Aujourd'hui, on a eu la très bonne nouvelle de la part des États-Unis d'Amérique, sous la présidence du président Joe Biden, qui sont en faveur de l'expansion aussi du Conseil de sécurité, notamment en faveur aussi d'avoir une représentativité permanente de l'Afrique au sein de ce Conseil. Donc on ne peut que se réjouir de cette position américaine, en espérant que d'autres puissances vont montrer cette flexibilité pour avoir l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Je tiens vraiment à rappeler que durant le mandat de son Excellence le président Azali Assoumani à la présidence de l'Union africaine, ça a été un de ses chevaux de bataille. Donc il a vraiment bien articulé cette position africaine dans toutes les instances et les grands rendez-vous mondiaux où il a pris part de la position de l'Afrique, et aussi au siège des Nations Unies l'année dernière lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a aussi articulé cette position africaine qu'il a défendue et qu'il continue à défendre, même s'il n'est pas le président actuel de l'Union africaine, mais il continue à se cantonner à se tenir fortement, avec véhémence, cette position africaine. Et l'Afrique et les Comores surtout, continuent aussi à soutenir cette position africaine d'être représentée en permanence au Conseil de sécurité. En effet, le président Azali Assoumani, alors président de l'Union africaine, avait plaidé pour cette intégration en déclarant, je cite, « L'Afrique a le droit de participer aux instances de prise de décision, notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies, en qualité de membre permanent ». Écoutons un extrait. L'Afrique, d'où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, et qui entend jouer un rôle crucial dans la tête des ODD, a le droit de participer aux instances décisionnelles mondiales et d'accéder, entre autres, au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent, et jure ainsi de ce droit conformément au consensus des Unis. Le représentant de l'OMS aux Comores, Dr Abdoulaye Diarra, a quitté le pays ce vendredi au terme de 6 ans de service. Une cérémonie en son honneur a été organisée ce jeudi en présence de plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. Reportage de Mariam Alirida. La cérémonie a commencé par des témoignages du public sur la personnalité du Dr Diarra Abdoulaye, le directeur de la santé, le coordinateur résident du système des Nations Unies aux Comores, pour ne citer que ceux-là, ont décrit le Dr Diarra comme un homme engagé dans la promotion de la santé aux Comores. Il est également reconnu pour son grand cœur et son écoute attentive de tous. Il est un modèle par son professionnalisme et son humanisme. Je témoigne d'abord en tant que simple médecin citoyen comorien. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses pour nous appuyer dans notre système de santé.
Je témoigne aussi en tant qu'un membre actif dans la coordination de lutte contre la Covid-19 et le choléra. Il nous a appuyés, il était avec nous physiquement, il donnait des conseils et il s'inquiétait beaucoup sur l'évolution de ces deux pandémies, ce qui fait qu'il était là avec nous jour et nuit. Et puis je peux témoigner aussi en tant qu'inspecteur général de la santé actuellement, puisqu'il nous a appuyé beaucoup dans ce domaine, dans l'inspection. Des attestations ont été remises à des personnes, à la presse, aux organisations de la société civile et à d'autres institutions pour le travail accompli avec lui au cours de ses fonctions. Ces attestations témoignent de leur engagement en faveur de la santé aux Comores. C'est un honneur pour l'ORTC d'abord, et pour moi en particulier, car ça fait un moment, j'ai travaillé avec l'OMS, ce qui m'a fait qu'aujourd'hui, on m'a honoré en me donnant un certificat. Le plus essentiel, c'est les formations que j'ai eues grâce à ces efforts-là. Je suis très émue et très fière du certificat de mérite que je viens de recevoir. C'est un honneur pour moi parce que savoir qu'il y a des gens qui sont reconnaissants des efforts fournis, ça fait tellement plaisir. Dr Diarra, c'est quelqu'un de très ouvert. Il est gentil et il conseille, il mobilise et il est partout. Et à tout moment, on n'avait pas besoin de demander des rendez-vous pour le voir. Appelé à d'autres fonctions, Dr Diarra est marqué par les témoignages qui lui ont été adressés. Son séjour a été particulièrement marqué par la gestion des urgences sanitaires telles que la pandémie de Covid-19 et l'épidémie de choléra. Je suis un homme comblé parce que tous ces témoignages, depuis le matin par le chef de l'État lui-même, par les ministres, et aujourd'hui par l'ensemble de tous ceux qui étaient là, les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, tous ces témoignages me rendent comblé. Mais avec humilité, je dois aussi dire que ces témoignages et ces résultats qu'on a eu à atteindre l'ont été grâce au leadership du président Azali. En ce qui concerne ses impressions sur les Comores, il s'est exprimé ainsi. Je dis les Comores, c'est de belles îles, de très très belles îles. Et les Comores n'exploitent pas tout le potentiel que les Comores ont. On n'exploite pas. Et c'est des gens très chaleureux, c'est des gens très aimables, très accueillants que j'ai vus aux Comores. J'ai été adopté et cela va beaucoup me manquer. Qu'est-ce qui va beaucoup me manquer? C'est vos habitudes, vos us et coutumes, l'engouement, la religion. Tous les jours on vit la religion. Ça c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer. Dr Diarra Abdoulaye est arrivé aux Comores en février 2018 en tant qu'intérimaire du bureau de l'OMS. Un an plus tard, il a été confirmé comme représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. De nationalité malienne, Dr Diarra s'est bien intégré aux us et coutumes comoriens. Le ministre de l'Éducation nationale, Bakar Mvulana, a rendu public mardi 10 septembre une décision de cet article portant la liste des établissements privés répondant aux critères exigés, leur permettant ainsi d'ouvrir les portes pour cette année scolaire 2024-2025. Cette décision a été suivie d'un communiqué signé le 12 de ce mois par le secrétaire général de cette institution portant à la connaissance des responsables des établissements qui ne figurent pas sur la liste et ceux autorisés qu'ils disposent d'une période moratoire pour soumettre une demande de recours. Reportage d'Azhar Mbaye. La décision signée par le ministre de l'Éducation nationale, Bakar Mvulana, sert à normaliser les secteurs privés de l'éducation. Cette décision porte une liste de 224 établissements privés à l'échelle nationale autorisés à ouvrir leurs portes cette année 2024-2025 sous contrôle d'inspection jusqu'à la fin de l'année. Cela signifie que ces établissements autorisés pourraient se voir disqualifiés
Il s'agit de 73 établissements privés à Anjouan, 15 à Moueli et 136 à Ngazidja. Les établissements privés non autorisés à exercer cette année disposent d'une période de moratoire de 5 jours ouvrables à compter de ce vendredi pour soumettre une demande de recours. Les pièces justificatives à fournir sont agrément ou autorisation, structure pédagogique en place, notamment division, effectifs, personnel administratif, enseignants et leurs qualifications, résultats aux examens nationaux de ces 3 dernières années, actes de propriété et justificatifs d'acquisition des droits fiscaux pour les 3 dernières années. Il y a une 3e catégorie d'établissements privés radiés définitivement dans le système. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'une telle décision soit prise, mais elle n'a jamais abouti à quelque chose de concret. Les préparatifs vont bon train pour ce qui est de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans les librairies et dans les marchés, parents et élèves s'activent pour l'achat des fournitures scolaires. Suivant le reportage d'Absalom Saïdié et Djaloud Rajab. À chaque rentrée scolaire, c'est le même rituel. La vente des fournitures scolaires bat son plein. Les parents et les élèves se précipitent pour s'approvisionner, que ce soit dans les librairies ou sur les marchés, remplis de cahiers, stylos et cartables. Mais cette année, les prix élevés compliquent la situation, rendant les achats plus difficiles pour de nombreuses familles. Mais quant au manuel pour les études, pour des enfants qui font des études littéraires, il y en a assez, on n'en trouve pas tout. Donc là, ça me laisse craindre que est-ce que les séries scientifiques ne s'éteignent pas de plus en plus aux Comores. Le prix, moi ce que je vois ici, c'est les brochures parce qu'il n'y a pas vraiment de manuel digne de nom, mais sur les brochures, les prix sont vraiment abordables. Et quant au prix des cahiers, bon, moi je vois que les cahiers coûtent cher. Hein. Ils coûtent cher. Là, un parent qui a 2, 3, 4 enfants par exemple, il a à essuyer. Hein. Il faudrait que ce prix des cahiers et autres soit revu. Dieu merci, le travail est déjà relancé. C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Même si nos clients ne viennent pas quotidiennement, mais nous espérons qu'à partir du lundi, les activités marcheront à merveille. Pendant ce temps, le compte à rebours est lancé. La rentrée des enseignants est fixée au jeudi 23 septembre 2024, suivi par celle des élèves le lundi 30 septembre 2024. Et en parlant de cette rentrée scolaire qui approche à grands pas, le réseau national antidrogue s'est mobilisé pour des campagnes de sensibilisation dans les différentes régions et auprès des communautés contre les méfaits de la drogue et les conséquences néfastes qui en découlent, les enfants étant les plus vulnérables face à ce phénomène. Ils se sont rendus au niveau des écoles pour sensibiliser davantage les enfants. Reportage de Mohamed Ben Saïd Hassan. Le réseau national antidrogue, le RENAD, se lance dans le banc d'une campagne de sensibilisation ciblée contre les violences et la prise des stupéfiants à l'approche de rentrée scolaire. Pour les dealers et les prédateurs de tout genre, les jeunes écoliers représentent de proies faciles pour la vente et l'exploitation. Il s'agissait de réfléchir sur les causes et les conséquences liées à cette violence qui est sous différentes formes, que ce soit au niveau de la violence professionnelle, c'est-à-dire la violence faite dans les milieux professionnels ou la violence sexuelle faite à l'encontre des enfants, ou même la violence faite autour de la drogue. Cette sensibilisation s'inscrit à un moment où des formations d'instruction et de prévention se tiennent continuellement pour réveiller les familles contre les dangers existentiels qui peuvent à tout moment plomber le cercle familial. Les enfants sont victimes le plus souvent de personnes qui sont censées les protéger. C'est un beau-père, c'est un oncle, c'est un grand-père qui commet un acte de violence
sexuelle à l'endroit de son enfant ou de son petit-enfant. La protection des enfants contre le dealer et les violeurs est une nécessité absolue dans un trafic qui se développe et qui tire sa force de l'ignorance et de la pauvreté de famille. Réussir un tel combat demande de la volonté de former et de sensibiliser en permanence les communautés. Les nouveaux membres de la Chambre anticorruption ont tenu une conférence de presse ces tout derniers jours à Moroni pour annoncer leur feuille de route suivant de plus amples explications. La Chambre anticorruption va mener ses actions à partir de la prévention. Et dans ça, on va mener une campagne de sensibilisation sur ce que c'est la corruption et les manifestations de la corruption dans la société comorienne, tant au niveau des instances administratives et du secteur privé et dans la société comorienne de manière générale. Et dans le cadre de cette sensibilisation, nous avons une mission d'investigation. Au cas où il s'est avéré que quelqu'un a été connu ou bien suspecté comme auteur d'une corruption, la Chambre anticorruption va mener des missions d'investigation. Soit on se rend directement au département concerné, soit on convoque la personne ici à la Chambre anticorruption. Donc toute personne qui juge qu'il y a une manifestation de corruption qui est en cours, ou bien il y a eu des cas de la corruption avérée, ils peuvent venir dénoncer soit au téléphone, par téléphone, soit par écrit, soit ils peuvent venir se présenter au siège de la Chambre anticorruption. Nous garantissons aussi l'anonymat si c'est demandé. Donc après les investigations, quand c'est confirmé, on transfère le dossier à la justice. Donc c'est le parquetier de la justice qui va maintenant, conformément au code pénal, juger la personne et fixer les sanctions et la répression prévues au niveau de la loi comorienne, c'est-à-dire du code pénal. Un procès pénal est ouvert ce jeudi au parquet de Moroni pour homicide involontaire. Les prévenus auraient causé la mort de plusieurs personnes suite au naufrage de leur embarcation de fortune à destination de l'île de Mayotte. Le procureur de la République a tenu à souligner qu'il n'est pas question d'empêcher les Comoriens de circuler entre les 4 îles de l'archipel. Il s'agit plutôt de veiller à ce que ce ne soit pas à bord d'embarcations de fortune. Junaid Ali Mohamed, procureur de la République. Les organisateurs de cette traversée en juin Mayotte, qui avaient embarqué des passagers dans des embarcations de fortune et que ces embarcations ont fait naufrage avec des victimes de plus de 26 personnes décédées. On a poursuivi ces personnes-là. C'était l'objet des débats. Mais il n'était pas question d'empêcher les Comoriens à se rendre à l'île de Mayotte. Tout Comorien qui veut aller à Mayotte peut aller en toute liberté en suivant les voies légales. C'est-à-dire, il y a des bateaux adaptés, il y a le Maria Galanta, on peut aller prendre le Maria Galanta ou bien prendre un vol. Mais les embarcations de fortune, quand on prend une embarcation de fortune, là on est obligé, surtout quand il y a naufrage et qu'il y a des personnes décédées, là on ne va pas pardonner, on va toujours poursuivre les organisateurs, les propriétaires de ces embarcations de fortune, on va les poursuivre pour des faits d'homicide involontaire. L'école technique de Ouanani a lancé une formation de 6 mois dans la filière agriculture. Après la phase théorique, place à la phase pratique. Écoutons ce reportage. Dans cette école technique de Ouanani, dans la région de Djando, 90 apprenants s'étaient inscrits dès l'ouverture officielle du centre professionnel le 20 juillet dernier. Mais depuis, le nombre diminue de jour en jour
pour des raisons professionnelles. Présentement, le centre professionnel compte moins de 60 bénéficiaires formés dans le domaine de l'agriculture, dont certains ont choisi de se focaliser sur des activités maraîchères, comme vous pouvez le constater. Ces derniers ont acquis des connaissances nécessaires sur la plantation de tomates, choux, salades et autres. Selon la formatrice, tout se déroule comme prévu, malgré que le problème de carburant devient un facteur qui ralentit l'emploi du temps établi par l'ONG ARAF pour les formations. La formation se déroule très bien comme ça a été prévu. Ils ont vu la théorie et maintenant nous sommes dans la phase pratique. Ça va, ça évolue. Depuis l'ouverture du centre, le nombre des étudiants qui étaient inscrits, ça a diminué parce que à cause des nominations qui ont été faites récemment, il y a des étudiants qui sont partis pour des formations. Il y a ceux qui sont ici mais qui sont très occupés pour leur travail. La durée maximale de la formation est de 6 mois répartie en séances théoriques et pratiques. D'autres formations axées sur la pêche et l'élevage seront également dispensées dans ce centre pour l'autosuffisance alimentaire et faciliter la création d'emplois. On en a parlé au tout début de ce journal. Le président de la République, Azali Assoumani, a été légèrement blessé à l'arme blanche lors des funérailles d'un grand cher du pays ce vendredi. Ses blessures sont sans gravité, certes, et il a regagné son domicile. L'agresseur est actuellement entre les mains des services de sécurité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programmes sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.